Très heureux de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, dans Triangle Socle du Congo, Trisoko. Trisoko, la semaine passée, nous avons parlé de la spiritualité de changement de mentalité et nous revenons aujourd'hui pour ajouter un autre aspect, notamment l'éducation et le changement de mentalité avec messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous vous portez bien? Très bien. Beaucoup de questions qui ont été posées par nos téléspectateurs, nous allons y revenir. Mais aujourd'hui, on essaiera quand même de parler de l'éducation dans notre pays, programme, le système, comment l'éducation est organisée, mais également à quel point cette éducation peut contribuer, ce système éducatif peut contribuer au changement de mentalité. Je voudrais pour commencer déjà avec une question. J'ai rencontré un scientifique qui disait au Congo, nous avons plus de diplômés avec des gros titres, mais peu d'intellectuels. D'abord, pour vous, comment vous faites la différence? Non, mais un intellectuel, c'est qui? C'est-à-dire, dans notre jargon, ce que le commun des mortels, chez nous, appelle intellectuel, c'est lui qui a beaucoup étudié. C'est pas faux. Pardon? C'est pas faux aussi. Justement, intellectuel, c'est celui qui a l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est-à-dire, c'est... Maintenant, quand il faudra faire un thermomètre qui est plus intelligent, qui ne l'est pas, ou est-ce que l'intelligence, il n'y a que ceux qui ont étudié qui ont l'intelligence? Non, c'est-à-dire, dans notre jargon, nous disons toujours intellectuel, c'est-à-dire celui qui a été sur le banc de l'école, qui a terminé l'université, donc c'est lui que nous appelons intellectuel. Mais c'est à ça que nous inculquons aussi à nos enfants. Étudier, c'est ce qui vous aidera à devenir des gens dans la vie. Oui, c'est-à-dire ce n'est pas faux. C'est-à-dire, quand on fait la métaphysique même de l'éducation pour que nous ayons des intellectuels, quand on a créé des universités depuis les temps anciens, c'est pour apprendre à quelqu'un quelque chose, un domaine qui peut lui servir dans la vie pratique. Ce n'est pas apprendre pour le plaisir d'apprendre et rester chez soi. On vous apprend pour que vous ayez quelque chose à connaître, parce que la vie, vous ne saurez jamais tout connaître. Et vous ne serez jamais passe-partout. Vous pouvez avoir des idées dans tel domaine, tel autre domaine, mais il y a des gens qui se spécialisent, qui approfondissent cette étude-là. Alors c'est normal que nous ayons des gens qui ont approfondi les études de médecine. Même dans la médecine, il y en a qui ont approfondi le cœur, il y en a qui ont approfondi le poumon, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Maintenant, quand on parle de l'intellectuel, les diplômes d'ailleurs, même en France, les diplômes, ils appellent ça la peau d'âne. Quand vous allez chercher un emploi, ce sont des indicatifs simplement qu'on donne. Mais c'est une peau d'âne. C'est une présomption de connaissances. De connaissances. Parce que vous pouvez être docteur dans tel domaine. Vous allez travailler quelque part, mais votre rendement est faible par rapport à celui qui est simple gradué. Et le propriétaire, l'initiateur de l'activité, accordera beaucoup plus d'importance à celui qui lui apporte un bon résultat plutôt qu'à celui qui a un diplôme. Donc, c'est toute cette complexité du domaine de l'éducation que nous devrions comprendre afin de nous dire quel type d'éducation pour quelle société. C'est ça la finalité de l'importance d'approfondir cette question. Oui, mais les diplômes, le Congo aujourd'hui en produit à tous les niveaux plus ou moins 2 millions chaque année. Mais si nous voulons évaluer la production en rapport avec l'éducation reçue par chacun des diplômés, est-ce qu'on peut dire que le Congo, l'éducation l'a aidé aussi à se développer dans le temps et dans l'espace? Et surtout, s'il faut parler aussi de la mondialisation, de la concurrence au niveau des cerveaux, est-ce que la RDC pèse également? Non, c'est-à-dire, quand on analyse la situation sous cet angle, nous risquons de dire que zéro.
La RDC ne pèse pas. Non, mais je veux que vous preniez le risque Justement. de dire Non. quelque chose cette approche, Ah. moi je suis chercheur, je ne peux pas adopter cette approche-là. Parce que quand j'adopte cette approche, c'est une approche commune, de commun de mortalité de tout le monde. Que non, la RDC ne pèse pas, nous n'avons pas, sur le plan international, qu'est-ce que nous donnons. Quand nous allons sur cette logique, nous risquons de ne pas être, disons, de ne pas faire un apport important à notre pays. Quand nous allons sous cet angle-là. Mais comment on peut apporter quelque chose de positif au pays? Parce que le présent, c'est celui-là. Ça, c'est le présent. Nous sommes partis du passé, mais au présent, c'est cette réalité qui s'offre. Maintenant, est-ce que cette réalité vaut pour aujourd'hui? Nous disons non, elle ne vaut pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions changer demain? C'est ça l'importance oui, mais de la nous pouvons réflexion. changer. Est-ce qu'on peut parvenir à changer sans évaluer ce que nous sommes? Parce qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs diplômes, mais est-ce que notre éducation est adaptée aux compétitions ou sinon aux enjeux actuels du monde, aux enjeux du développement? Justement, mais la raison pour laquelle j'ai dit, et je me répète, l'approche pour démontrer que l'éducation doit intervenir dans le changement de mentalité, ou comment on peut utiliser les volets d'éducation pour changer la mentalité, cette approche, on l'a fait de cette façon. Quel type d'éducation? L'éducation, ce n'est pas seulement un seul mot qui ça englobe beaucoup d'aspects. Parce que nous avons l'éducation diffuse, l'éducation qu'on ramasse dans la rue, l'éducation sans effort, c'est l'éducation diffuse. C'est une éducation. Mais nous parlons de l'éducation formelle. L'éducation familiale. Chaque enfant, d'ailleurs, son élément de base pour le plan d'éducation, c'est la famille. Donc l'éducation familiale est là. Dans les mots d'éducation, nous avons l'éducation familiale, nous avons l'éducation diffuse, nous avons l'éducation scolastique, nous avons l'éducation académique, nous avons l'éducation professionnelle. Tout ça sont des éducations. Maintenant, s'il faut analyser notre situation pour projeter dans l'avenir, nous devons aussi analyser point par point, en commençant par l'éducation familiale. Quel devait être le fondement de l'éducation familiale? Qu'est-ce que les parents doivent, ou la famille restreinte, doit apprendre à un enfant? Ça, c'est le point de départ. Et ça se fait convenablement. C'est-à-dire, quand on apprend à un enfant, c'est la morale qu'on apprend à un enfant. C'est-à-dire qu'il sache distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça, c'est au niveau de la famille. Mais est-ce que nos familles, dans l'ensemble, peuvent-elles se targuer en disant « moi, je l'ai fait ». Si les parents le font, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents d'apprendre aux enfants? Ça peut être aussi quelque chose de fondamental. C'est-à-dire le sous-développement aujourd'hui, il y a une part, ou sinon une sorte de déficit au niveau de l'éducation familiale déjà, qui entre en compte déjà dans la famille, expliquer le sous-développement voilà, de notre société. Dans la famille, parfois, on apprend aux enfants des petits principes qui sont faux. Ça, c'est quoi? On apprend ça dans les familles aussi. Ça, c'est la rue, non? Mais justement, c'est-à-dire, ça, c'est la rue, bien sûr, mais il y a des parents qui amènent ça aussi dans leur maison. Par exemple, ça, c'est un cas tout simplement banal que nous prenons, mais il y a des petits principes. Peut-être il y a encore des gens qui continuent à croire que la terre est plate, mais qui enseignent ça à leurs enfants. C'est-à-dire, il y a des principes qui sont faux, mais qu'on apprend aux enfants. Alors, donc, au niveau de la famille, on peut recenser, je ne dis pas que je connais tout, mais on peut recenser des petits principes qu'on devrait apprendre aux enfants et en écartant les bêtises. Et parmi les principes, nous pouvons citer les valeurs, par exemple. Mais justement, les valeurs, c'est ça la morale. C'est-à-dire le bien et le mal. Quand l'enfant
est en train de grandir, ce qu'il faut lui apprendre, c'est le bien et le mal. Ne fût-ce qu'à ce niveau-là, parce qu'il n'a pas le temps ou la capacité de faire des analyses. Lui sait seulement que ça c'est bon, ça c'est mauvais. On m'a interdit de faire ça, c'est mauvais. Et lorsque Il ne sait pas nous pourquoi. avons d'autres familles où vous trouverez peut-être les parents qui sont dans des désaccords. Je parle d'autres familles où il y a des désaccords entre parents, des familles où vous trouverez peut-être des enfants qui se débrouillent dans certains domaines. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme orientation là-dessus qui pourrait aider notamment ces parents, même s'ils seraient dans les désaccords entre eux, mais une certaine ligne de conduite qui pourrait aider leurs enfants à grandir et aussi à avoir, Justement, c'est là où... connaître le bon chemin. Voilà, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que les parents doivent tout connaître et qu'ils doivent tout apprendre aux enfants. Non. Mais c'est question déjà d'être formel à ce qu'on apprend aux enfants. Par exemple, les parents peut-être n'ont pas cette capacité-là de comprendre les passages bibliques ou les passages de la religion. Mais que font les parents? Les parents n'apprennent pas toujours la Bible ou les valeurs religieuses musulmanes, comme vous êtes musulmans, aux enfants. Mais les parents offrent, disons, orientent déjà les enfants vers ceux qui peuvent les aider à combler cette lacune. En disant aux enfants, allez à l'église. Un parent se fâche, l'enfant n'est pas allé à l'église, un parent se fâche. C'est déjà quelque chose de bon. Mais déjà, l'église, vous disiez l'autre fois qu'elle a du mal à remplir son rôle vis-à-vis de l'État. Mais aujourd'hui, parlons un peu vis-à-vis de la famille. Mais justement, l'église est restée quand même l'endroit idéal où les familles se retrouvent. Mais raison pour laquelle nous accordons beaucoup d'importance à l'église, c'est-à-dire l'église doit comprendre son rôle. Voilà maintenant. C'est-à-dire l'église aide les familles à éduquer les enfants. Ça, c'est déjà quelque chose de bon. Alors, mais raison pour laquelle nous disons, quand l'église fait ça insuffisamment, on condamne l'église. Non, nous ne parlons pas seulement des enfants, mais même les grands. Non, nous parlons d'abord Ils vont compléter leur... Non, moi, je ne dirais pas leur éducation, mais leur connaissance en d'autres manières. En fait, moi, je parle d'abord de l'éducation familiale. C'est-à-dire l'éducation familiale, ce sont les parents et les membres de famille qui sont à la base de ça. C'est que ces membres de famille doivent être capables de véhiculer les bonnes valeurs. Et puisqu'à ce niveau-là, le bien et le mal. Et ils peuvent être secondés dans leurs tâches par les églises. Mais vous savez que le bien et le mal ne sont peut-être pas la même chose dans toutes les familles. Mais raison pour laquelle moi je suis en train de partir. Quand dans la famille, le bien et le mal n'est pas bien structuré, c'est déjà mauvais. Non, mais je parle de toutes les familles. Le bien et le mal, ça n'a pas la même couleur. Oui, justement. Maintenant, quand nous sautons parce que raison pour laquelle on dit qu'il y a beaucoup de types d'éducation qu'il faut analyser. Donc, ce sont les déficits de l'éducation familiale. Parce que les familles, comme vous le dites, ça, nous entrons dans la relativité. C'est-à-dire, ce qui est bon pour nous, notre famille, peut ne pas être bon pour les autres tribus, par exemple, qui ont leurs considérations. Donc, ça, c'est la relativité des choses qui existent entre les hommes. Mais si nous sommes conscients, convaincus que les familles doivent jouer ce rôle, et les parents, comme les autres membres de famille, peuvent se faire compléter par l'Église. L'enfant qui ne sait encore ni lire ni écrire, mais peut déjà être entraîné. Ne fût-ce qu'un entraînement sur le plan des églises. Mais vous savez, je voudrais peut-être poser une question, M. Bifoumanou, par rapport à quelque chose qui se dit depuis un certain moment, que les familles sont démissionnaires, pas seulement chez nous. Chez nous, peut-être on en parle parce que les parents sont par moments pauvres et que ça ne les aide pas à bien élever leurs enfants. Mais quand vous allez même en Occident, on parle des droits de l'enfant. Les enfants ont, par moments, développé un comportement dont aujourd'hui les parents ont du mal à les saisir et à avoir le contrôle complet sur eux. Alors dites-nous, est-ce que quelque part, les familles n'ont pas aussi tous les moyens qu'il faut, ils n'ont pas aussi toute la liberté qu'il faut pour élever les enfants selon un goût, selon une orientation propre aux valeurs que les parents ont déjà? Mais justement, raison pour laquelle je préfère compartimenter tout ça. En compartimentant, ce n'est pas que chaque groupe évolue en autarcie, c'est-à-dire la famille
l'éducation familiale, c'est en autarcie. Il n'y a aucune relation avec l'éducation religieuse, par exemple. Il n'y a aucune relation avec l'éducation diffuse. Il n'y a aucune relation avec... Non. On analyse les faiblesses de ce que devait être l'éducation familiale. C'est ça qu'on dit. Ce que devait être. Mais dans la pratique, il arrive que cette éducation familiale ne puisse pas atteindre son objectif, tout simplement parce qu'il y a des parents qui peuvent être démissionnaires, qui n'ont pas le temps, qui ont ceci ou cela. Donc, pour plusieurs raisons. Qui n'ont pas de moyens aussi. Même ça aussi, ça peut être un élément. Mais pour plusieurs... Non, mais c'est un élément important, surtout pour une société comme la nôtre. Non, diverses raisons. Globalisons diverses raisons. Parce que vous pouvez avoir des moyens... Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu là? Oui. Parler des manques de moyens des familles. Aujourd'hui, on parle des enfants de la rue. On parle des enfants abandonnés. On parle des enfants qui ne savent pas aller à l'école parce que tout simplement, il n'a pas un crayon. Et justement parce que ses parents n'ont pas les moyens de le lui offrir. Mais les moyens comptent aussi pour élever les enfants dans une orientation qui les mène vers des valeurs. Non, l'éducation familiale n'a pas d'abord besoin de moyens. L'éducation familiale, quand un parent doit éduquer son enfant, on doit lui donner d'abord l'argent pour le faire, ou il doit d'abord chercher... Selon vos moyens, selon les moyens que détiennent les parents, ce sont ces moyens qu'il doit utiliser pour éduquer son enfant. Nous sommes au niveau de l'éducation familiale. Justement. C'est-à-dire les valeurs que vous, parents, vous avez, que les autres membres de famille, que vous voudrez transmettre à votre enfant. Vous n'avez pas besoin d'argent. Si vous êtes pauvre, transmettez les valeurs selon cette pauvreté. Mais un pauvre peut dire, moi, parent, je suis pauvre, mais vous ne devez pas être pauvre. Moi, je n'ai pas étudié, mais vous devez étudier. Mais un parent peut dire ça. Il n'a pas besoin d'argent pour le faire. Donc, l'éducation familiale, d'abord, c'est le sens des responsabilités des parents et de ceux qui sont autour. Ça, c'est la première chose. Ouais. Maintenant, elle peut être... Ces déficits, ce qu'il y a comme déficit à leur niveau, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Maintenant, ils transfèrent certains aspects aux autres structures de la société. J'ai parlé des églises. Quand un parent ne sait pas apprendre à son enfant à prier, mais il peut l'envoyer à l'église auprès des pasteurs pour que le pasteur l'aide à apprendre son enfant à prier. Quand un pasteur a appris à un enfant à prier, c'est la joie du parent. Mais qui a poussé l'enfant à aller vers le pasteur? C'est les parents. Donc, cette complémentarité doit exister. Maintenant, l'enfant atteint un niveau où il comprend facilement les choses de la rue. Nous entrons dans l'éducation diffuse. L'éducation diffuse, c'est ce qu'on ramasse partout. Vous lisez une publicité, vous suivez la télé, tout ça. C'est ça l'éducation diffuse. Maintenant, vous ne pouvez pas fermer les yeux de l'enfant en disant « ne regardez que ceci ». C'est impossible. L'enfant peut regarder des dessins animés, il apprend ce qu'il peut apprendre. Maintenant, il faut compléter ces dessins animés, ce qu'il ramasse dans la rue, avec votre éducation. Que ce que vous avez vu là-bas, c'est pas bon. Voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire ce qu'on voit dans la rue. Quand c'est bon... Le mieux, c'est d'aider à l'enfant à savoir disséquer ce qui est bon pour lui. Mais justement, et ce qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle l'éducation de base, l'éducation familiale, où on lui apprend les bien et les mal. Maintenant, quand il sort dans la rue, il peut voir ceci. Si son éducation de base familiale est bonne, il peut aussi dire non, ici c'est bon ou c'est mauvais. Mais il peut aussi ignorer. Quand il peut dire, ah, ça c'est quoi? C'est bon ou c'est mauvais? Il peut ne pas connaître. Mais l'éducation familiale peut l'aider à dire, ah, il peut rentrer à la maison, j'ai vu ça et ça, on peut lui dire, non, ça c'est pas bon. Donc, on modèle toujours l'enfant à tous les niveaux. Donc, il était seul dans la famille, maintenant qu'il sort, il voit ce qu'il voit, il ramasse ce qu'il ramasse aussi, et au lieu que ça influence négativement son comportement, la famille peut l'aider à ce que l'éducation diffuse soit bien canalisée. Nous sommes au niveau de l'éducation diffuse. Mais l'éducation diffuse, mais les publicités, c'est dans la rue, c'est partout. C'est ça l'éducation diffuse. Maintenant, l'enfant peut traverser cette étape. Il est bien formé pour les bien et les mal. L'éducation diffuse, il voit ce qu'il voit. On l'aide un peu à apprendre à prier, aller suivre le catéchisme, tout ça. Ça, c'est l'enfant déjà. Tout ce que vous dites là aujourd'hui dans notre société, ça ne manque pas. Pourtant,
Nous vivons encore dans une société où il y a la corruption, il y a le mensonge, Mais vous allez il y a comprendre. tout ce que nous connaissons qui ne nous aide pas à développer un comportement qui peut aider le pays à avancer. Mais justement, c'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que nos familles... Maintenant, ça, c'est les principes que je viens d'énoncer. Ça, c'est l'idéal. Non, les familles doivent faire ça. Est-ce que nos familles, dans la majorité, pas seulement quelques familles, dans la grande majorité, est-ce qu'on les fait? Point d'interrogation. Maintenant, c'est à nous, sociétés, d'apprécier, d'évaluer les degrés d'éducation familiale que nous donnons aux enfants. C'est dans la société. Si nous constatons que c'est suffisant, on s'applaudit. Et je comprends par là qu'être parent, c'est une responsabilité énorme. Oh, mais c'est élémentaire. Élémentaire pour qui? Non, élémentaire, c'est une évidence. C'est que les parents, c'est un grand responsable. Non, il ne suffit pas seulement d'apporter à manger ou se loger ou quoi que ce soit, mais le temps à partager aussi des idées, des valeurs. Mais justement, c'est là où l'on dit que c'est fondamental. C'est une évidence que le parent doit être là pour aider l'enfant à s'orienter. C'est le rôle du parent d'abord, des parents. Si les parents font défaut, les autres membres qui peuvent suppléer au vide créé par le papa ou la maman peuvent aussi aider. Vous voulez dire par là qu'on peut remplacer un parent? Non. Il y a des parents, des enfants biologiques, votre père biologique, c'est qui c'est elle. Mais son vrai papa, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le papa peut ne pas être là, il peut mourir. Quelqu'un peut jouer ce rôle. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais le plus important, c'est que dans la famille, il y ait cette possibilité d'aider l'enfant à bien évoluer. Vous savez, quand vous parlez, il y a certaines personnes, et même des enfants, même des adultes, qui ont grandi sans l'affection de leurs parents, peut-être tous les deux, peut-être pas, peut-être un seul d'entre eux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et surtout, s'ils ont traversé par des moments aussi compliqués. Mais c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, quand on fait des analyses approfondies, il faut partir sur base des principes et puis vous dégagez les exceptions. Les principes, c'est celui-là que je viens d'énoncer. Les parents doivent jouer ce rôle. Un parent peut mourir. L'enfant est encore bébé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans le monde qui peut jouer ces rôles-là, c'est-à-dire d'aider l'enfant à distinguer le bien et le mal. Il y a toujours une prise en charge qui peut intervenir. On peut avoir des parents adoptifs, tout ça, ça peut arriver. L'essentiel, c'est de garder le principe que l'éducation familiale, c'est ça l'éducation de base pour un enfant. Même les tons, quand un Américain parle, un Britannique, ils parlent tous anglais, mais on sait distinguer facilement l'anglais américain et l'anglais britannique. Tout ça, ça part déjà des parents, là où il est né, là où il a commencé à apprendre à parler. Donc ça joue. Maintenant, quand nous avons dépassé, ça c'est le principe, quand nous avons dépassé l'étape, maintenant on peut apprécier, est-ce que dans notre société congolaise, l'éducation familiale telle qu'elle est donnée, est-elle satisfaisante? Là, c'est à nous, société congolaise, d'analyser et de donner la réponse. Non, mais si vous parlez de suffisance, on dirait tous non. Mais alors, donc si c'est une réponse globale, on dit non, donc arrangeons de ce côté-là. Comment faire? Mais justement, maintenant il faut responsabiliser les parents, dire aux parents qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à leurs enfants, dire ça davantage. Les églises le font. Mais si on n'est pas encore parvenu à un résultat péremptoire, profond, ça prouve que ce que les églises font est encore insuffisant. Non, mais les églises rappellent la morale, mais les églises n'ont pas une chicotte. Rappeler toujours. Dans la famille, il y a quand même on une doit chicotte, toujours rappeler. mais à l'église, il n'y en a pas. C'est ça l'objectif d'une église. Sinon, ça ne sert à rien. Comme il n'y a pas de chicotte, alors n'allons plus là-bas. Non, il n'y a pas de chicotte à l'église. Mais justement... Vous voulez amener une chicotte là-bas? Mais justement, raison pour laquelle il faut toujours rappeler. C'est ça le droit. C'est-à-dire chaque dimanche, rappeler les... Et vous comprenez même alors si que c'est les églises... chaque dimanche qu'il faut rappeler ça, il faut toujours le rappeler. Aujourd'hui, quand même, vous êtes très clément avec les églises. C'est parce que vous comprenez justement qu'elles jouent un vrai rôle aussi. Non, mais maintenant, on vous dit ceci. Nous constatons tous qu'il y a déficit. Nous constatons tous que l'éducation familiale semble être moins performante par rapport à ce que nous voulons. Pourtant, il y a des... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On se dit non,
il faut conscientiser les parents pour que l'éducation soit bonne. Qui peut le faire? On vous cite entre autres les églises. Est-ce que les églises le font? Jusque-là, est-ce qu'elles le font? La réponse est oui. Si elles ne le faisaient pas, on leur dirait, bon, désormais, commencez à faire ça. Mais les églises le font. Mais curieusement, bien que le faisant, le résultat n'est pas encore satisfaisant. Mais ça prouve quoi? Le gros du travail, ce ne sont pas les églises, ce sont les familles. Parce qu'on parle de l'éducation de base. Non, il faut suivre. Les familles ont la facilité d'appliquer la chicotte, mais pas l'église. Non, il faut suivre le cheminement. Premier bloc, la famille. Là, ce sont les parents et les membres de famille. L'église n'est pas encore là. Maintenant, quand la famille a fait ce qu'elle peut faire, elle peut se faire compléter par d'autres structures. Parce que nous voulons améliorer l'éducation. On sent que l'éducation au niveau de la famille n'est pas suffisante. Cherchons comment arranger ça. Maintenant, quand on fait les études, on part de ces constats négatifs et on se pose des questions. Comment régler? Et dans les comment, on vous donne, entre autres, ce n'est pas l'unique solution, les églises peuvent vous aider. Et les églises le font. Mais curieusement, bien que le faisant, les résultats escomptés n'est pas encore atteint. Ce qui veut dire que les églises n'ont pas encore fait autant. Disons, ils n'ont pas encore fait assez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut responsabiliser les églises pour qu'elles fassent davantage par rapport à ce qu'elles font auparavant, pour aider les familles à renforcer la bonne éducation. Donc, si l'éducation familiale présente ces déficits, maintenant nous allons à l'éducation diffuse, qui présente aussi beaucoup de déficits. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Là, il y a tout, hein. Justement, qu'est-ce que nos enfants ramassent dans la rue comme éléments pouvant fonder sur lesquels ils pourront fonder l'éducation? Et surtout la rue à Kinshasa, c'est partout. Mais à la télé, vous avez la rue. Quand vous sortez, il y a la rue. Quand vous vous promenez un peu, il y a la rue. Chez nous, la rue, c'est presque partout. La rue, dans le langage, dans les mentalités, nous respirons bien la rue. Voilà, mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas respirer la rue? Mais vous savez que nous avons une rue aussi, pas beau à voir. Mais tant mieux. Une rue polluée. Mais justement, c'est ce concept-là. Vous voyez, on veut chercher des solutions pour les pays. Mais il faut reconnaître, voir la réalité. Est-ce que notre rue offre une éducation satisfaisante aux autres? Et dans des grands centres comme Kinshasa, vous avez des terrasses partout, la musique à tout moment. C'est tout ça. Quelle musique? Maintenant, c'est la question. Est-ce que la rue, l'éducation diffuse à la télé, est-ce que ça offre la possibilité à l'enfant de bien évoluer? Bon, ça c'est le deuxième constat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous regardez la télévision chez nous, au Congo, c'est compliqué un peu. Mais justement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut tout simplement déraciner là où il y a la cause. Si à la télé, il y a des mauvaises choses, mais on doit leur dire désormais, privilégier aussi les émissions éducatives, privilégier les émissions qui vous parlent de bonnes choses, privilégier ça et ça et ça. C'est aussi une solution. Mais est-ce qu'on le fait? Non. Aussi, peut-être on le fait, mais pas d'une façon suffisante. Donc, l'éducation familiale, qui devait être la base, est négative, disons, dans l'ensemble. Nous ne sommes pas satisfaits de cette éducation familiale. Dans l'ensemble, conséquence, cherchons des solutions. Les solutions, les quelques solutions qui sont là, n'ont pas changé la donne. Donc, nous sommes encore en deçà. L'éducation diffuse, c'est la même chose. Alors, donc, nous avons déjà deux types d'éducation pour lesquels une attaque sérieuse est nécessaire. Voilà. Maintenant, nous passons au troisième... Oui, nous parlons justement de l'éducation et changement des mentalités. Le troisième aspect, c'est justement cette éducation à l'école, éducation formelle. Oui, ça c'est l'éducation. Maintenant, nous sommes dans l'éducation classique. Que l'enfant, à partir de tel âge, peut entrer pour apprendre. L'enfant, maintenant, va apprendre sur le plan classique. Et
vous venez de dire que chaque année, il y a beaucoup de millions d'élèves qui terminent, ou d'enfants qui terminent, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire. Mais on constate que malgré cette éducation, le pays ne semble pas évoluer. Alors la question, est-ce que cette éducation telle qu'elle est dispensée, cette éducation classique telle qu'elle est dispensée, est-elle suffisante pour changer la mentalité de nos enfants? C'est la question tout simple. Elle est simple. On vous parle déjà des programmes qui sont vieillissants. Mais c'est tout ça. Ça prouve que si c'est non, donc il faut attaquer les programmes. Il faut attaquer les programmes. Maintenant, comment attaquer les programmes et pour quelle finalité? Et vous savez aussi, on parle de nos diplômes qui ne sont pas compétitifs sur le plan international. C'est très compliqué quand vous venez avec votre petit diplôme d'État au Congo et allez vous inscrire facilement dans les écoles occidentales. C'est déjà un problème. Non, ça c'est un petit problème. C'est-à-dire? Un tout petit problème. Vous savez combien de Congolais qui quittent le pays pour aller étudier ailleurs, qui ça, sont restés chômeurs, complexe, ou bien qui passent par plusieurs autres formations avant d'être alignés sur Ça, c'est un complexe inutile d'ailleurs. Nos enfants sont intelligents. Et je dis sans connaissance de cause. Non, vous parlez de l'intelligence, elle est aussi relative. Hein, non, l'intelligence est là. C'est-à-dire, sur le plan scientifique, on mesure l'intelligence par rapport au quotient intellectuel. Voilà. Donc le quotient intellectuel de nos enfants est très bon. Ce sont les matières tout simplement qu'on met dans leur tête. Mais un cas concret, pourquoi les mythes? Quand nous, on était étudiants, il y avait un mythe. Quelqu'un qui termine à la Sorbonne, en Europe, dès qu'il arrive, on l'engage. Vous qui terminez à l'UNIKIN, vous devez poireauter, faire ces choses-là. Mais ça continue, vous savez. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé en 89? Il y avait un test organisé par l'OFIDA, actuel DGDA. Tous licenciés en droit et économie. Il y avait 453 candidats, dont tous juristes ou économistes de Belgique, de Louvain, tout le monde était là. Et à la fin, M. Tambo Mamba était le PDG de l'OFIDA à l'époque. 453 candidats, on a retenu les 25 premiers. 25 premiers, et sur les 25 premiers, aucun de la Belgique, aucun de la France. Il y avait seulement quelqu'un qui avait terminé en Côte d'Ivoire et un autre à Brazzaville. Point. Vous voulez dire quoi? Tout le monde de l'UNIKIN. Vous voulez dire quoi par là? Mais c'est pour dire que du point de vue intelligence, vous savez, tous nos professeurs aujourd'hui, ils sont fiers de dire, écoutez, j'ai terminé mes études ici au Congo, mais je suis allé les compléter ailleurs. Le complément, c'est de lui plus grand. Non, le complément, c'est parce que... Nous avons certaines spécialités qui ne sont que ailleurs. Mais c'est normal. Si ici, ce n'est pas un problème d'intelligence qui manque. C'est-à-dire, il est intelligent, mais la spécialité n'est pas là, il va la faire ailleurs. Non, mais vous avez parlé de matière. Vous avez parlé de matière. Est-ce que nos matières que nous apprenons dans nos écoles aujourd'hui nous aident à être compétitifs sur le marché de l'emploi et surtout dans la créativité, la création des richesses, la création, dans le changement, le développement que nous voulons? Est-ce que les matières que nous apprenons sont-elles adaptées? Mais c'est ça la préoccupation. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas un problème d'intelligence. Les enfants sont intelligents, mais maintenant, ce sont les matières qu'on leur donne. Les problèmes se situent à ce niveau-là. Oui, mais quand les matières sont déjà biaisées, c'est-à-dire... Non, ça n'altère... On vous désoriente même. Non, ça n'altère pas l'intelligence de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous êtes intelligent, aujourd'hui vous étudiez au Congo, vous réussissez très bien, vous irez aux États-Unis, vous allez bien réussir. Parce que votre intelligence, c'est vous qui avez cette intelligence. Mais il faut qu'on vous accepte, c'est ça le problème. C'est tout simplement par peut-être... complexe, et puis aussi parfois quota. Ils ne veulent pas aussi que les étrangers viennent vous envahir, ils donnent de petites conditions, ainsi de suite. Mais pourquoi ils n'organiseraient pas des tests? Ils disent, bon, jeunes Congolais, qui veulent être aux États-Unis? Voilà les tests. Combien vont réussir? Mais ils seront nombreux. Donc ne minimisez pas les degrés d'intelligence
de nous Congolais ou de nos enfants, de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Mais maintenant, le problème se pose au niveau du programme. Qu'est-ce qui fait Maintenant, qu'aujourd'hui... le programme est tributaire de la philosophie générale. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos parents qui ont été les D4, qui fustigent les D6 et peut-être même les diplômés universitaires d'aujourd'hui? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de programme. Il n'y a pas un problème de degré d'intelligence. On ne peut pas dire aujourd'hui que les enfants d'hier étaient plus, qu'à notre époque, ils étaient plus intelligents que les enfants d'aujourd'hui. Non. Ils sont intelligents. Les enfants d'hier comme d'aujourd'hui, ils sont tous très intelligents. Mais le problème maintenant, qu'est-ce que vous donnez à leur disposition, vous mettez à leur disposition comme programme? Et ce programme doit être tributaire d'une philosophie, d'un objectif. Vous, pays, vous voulez quoi? Nous voulons avoir des enfants qui savent très bien danser. Ah bon? Qu'est-ce que vous devez faire? Non, il faut créer une académie de danse. Il faut faire ceci. Mais faites-le. Maintenant, vous voulez avoir des enfants qui veulent très bien, qui doivent savoir très bien danser. Vous n'avez pas une académie qui danse naturellement. Donc vous ne faites rien. Nous voulons avoir des ingénieurs qui peuvent nous concevoir ceci ou cela. Alors, mais créer des institutions des ingénieurs et envoyer les enfants là-bas. Mais vous savez que ça ne manque pas. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, nos écoles sont déficitaires en termes de matériel. Ça, c'est un autre volet. Non, mais c'est un volet important. Mais il est autre, mais important. Non, quand on fait une analyse, hein, si vous allez sans cheminement, vous allez vous perdre. Reconnaissez que tous les enfants du Congo sont intelligents. Que ce soit les Brazzavillois ou Gabonais, ils sont tous intelligents. Ça, du point de vue intelligence, on ne peut pas dénigrer nos enfants. Ça, c'est archi faux. C'est un faux débat d'ailleurs. Mais maintenant, vous, pays, c'est vous qui avez conçu le programme académique ou scolaire. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle finalité vous voulez atteindre en mettant l'école primaire? En faisant ce programme, c'est pour atteindre quelle finalité? Vous, pays. Ah non, moi je voudrais avoir des enfants, quand ils ont terminé l'école primaire, ils doivent être capables de faire ça et ça. Ah, c'est pour ça que vous avez conçu ce programme. Ok. Maintenant, appliquez seulement ce programme-là et de la meilleure manière. Maintenant, s'il y a par exemple déficit d'application ou il y a déficit de certaines choses, ce n'est pas l'intelligence de l'enfant qui est mise en cause, mais c'est l'organisation qui est mise en cause. Oui, mais c'est justement de cette organisation. Maintenant, nous revenons sur le programme d'études. Voilà, maintenant. Un programme d'études appliqué dans des conditions compliquées où on parle des enseignants qui sont sous-payés et peut-être moins recyclés, pas régulièrement recyclés. On vous parle des conditions d'études. Il y a des salles de classe bondées aujourd'hui quand vous allez dans nos universités, dans certaines facultés. Mais oui, c'est scandaleux quand même. Mais raison pour laquelle, maintenant quand on attaque ce volet-là en disant nos écoles secondaires, est-ce que le programme est-il bon? Oui, le programme n'est pas mauvais. Non, non, c'est bon. Même les enfants qui étudient à l'école belge, ils ont presque le même programme, à quelques différences près. Nous tendons vers la fin déjà, vous concluez. Ok. Maintenant, ce programme-là, est-ce qu'il est adapté? C'est ce que veut le pays, oui. Est-ce qu'il est dispensé dans de bonnes conditions? Les enfants sont-ils bien pour qu'ils suivent les matières? Est-ce que les enseignants qui doivent enseigner, sont-ils prêts? Sont-ils bien payés? Est-ce que les matériels didactiques sont là? Maintenant, on entre dans ces volets. Les infrastructures, est-ce qu'on les a... Quand on entre dans ces volets, non, nous avons des bons enseignants, mais pas d'infrastructures. Ah, nous avons des infrastructures. Il y a des écoles, il y a des infrastructures de grande qualité, mais pas de bons enseignants. C'est ça maintenant qu'on va commencer à résoudre comme problème. De sorte que quand on a un bon programme, on a de bons enseignants, en quantité et en qualité. On a des infrastructures. On a les matériels didactiques sont là. Et qu'est-ce qu'on aura en fait? Une bonne qualité d'élèves. C'est tout. Mais s'il y a déficit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, n'incriminons pas tout. Il faut voir là où il y a déficit. Et c'est là où il faut frapper. C'est-à-dire, la mentalité pour la changer, est-ce que dans nos programmes, y a-t-il des cours suffisants qui peuvent changer la mentalité? Pas seulement un cours de civisme où l'on parle, je ne sais pas de quoi, et puis c'est tout. Non. Il faut approfondir ce cours de civisme ou multiplier d'autres aspects. Est-ce qu'on les fait? Ne fût-ce qu'à ce niveau-là. Non. Alors, mais comment voulez-vous que cette éducation puisse changer la mentalité de l'élève? Au contraire, ces insuffisances ne font que
mettent l'élève dans de mauvaises conditions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, on ne pourra pas répondre ou on ne pourra pas continuer. Je sens que vous avez la matière. Est-ce que vous accepteriez qu'on continue la bien semaine sûr. prochaine? Merci beaucoup, M. Bifoumanou. On se retrouve prochainement. Ok. Mesdames et messieurs, fin de ce triangle socle du Congo. Posez des questions au numéro affiché au bas de votre écran. On sera heureux de vous y répondre avec M. Bifoumanou. On revient prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.